Bonsoir à tous. Je vois que vous êtes en train d'arriver. Écoutez, on va pouvoir démarrer le webinaire. Alors, bonsoir à tous. Je suis Clémence et je suis ravie donc de vous accueillir ce soir pour notre live Réussir les Europasserelles. Donc, je vais vous partager mon écran. Hop. Alors, tac. Vous voyez bien la présentation ? Donc là, ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagnée pour ce live par trois intervenants. Donc, nous avons Catherine Gauthier, déléguée générale de l'association Passerelle. Bonsoir Catherine. Bonsoir à tous, bonsoir Clémence. Nous avons également avec nous Karine Guivani, donc directrice des concours et des admissions de l'EM Normandie. Bonsoir Karine. Bonsoir Clémence, bonsoir à tous. Et nous avons également avec nous Marc Zuflac, qui est donc étudiant en troisième année de programme Grande École. Donc, bonsoir Marc. Bonsoir Clémence, bonsoir à tous. Donc là, nous allons commencer ce live déjà par un rappel des modalités du concours 2022. Ensuite, nous allons voir ensemble le déroulé de l'entretien pour chacune des écoles passerelles. Et puis évidemment, nous allons ensuite nous donner tous nos conseils pour réussir au mieux vos entretiens, que ce soit des conseils pratiques, des conseils pour préparer votre entretien en amont, les exemples de questions qui peuvent vous être posées, etc. Ce soir, nous avons également avec nous Christine et Lucille qui sont présentes en fait pour répondre donc à vos questions sur l'espace Q&A ou l'espace chat. Mais évidemment, je vous conseille d'attendre le déroulé de la présentation pour voir si nous allons répondre à vos questions. Alors, juste pour rappel, le concours Passerelle est donc un concours qui est commun à 6 grandes écoles de commerce en France. Nous avons donc l'EM Normandie, l'Institut Mines Télécom Business School, SCBS Sauce Champagne Business School, BSB, l'ESC Clermont Business School et Excelia Business School. Et nous allons donc commencer ce live, s'il vous plaît Catherine, par rappeler les modalités du concours Passerelle 2022. Alors, pour s'inscrire au concours Passerelle, la première des choses à faire, c'est de créer un espace candidat à partir du site passerelle-esc.com. Depuis cet espace candidat, on va vous demander de donner un certain nombre d'informations et notamment de constituer un dossier qui va nous permettre d'évaluer votre niveau académique. Ce dossier, il va être composé d'éléments d'information sur la formation que vous suivez actuellement et le diplôme que vous êtes en train de préparer et qui vous rend éligible au concours, ou alors du diplôme que vous avez déjà obtenu si vous êtes peut-être en train de travailler. Et puis, on va également vous demander les bulletins de notes de votre dernière année complète d'études supérieures. Une fois constitué, votre dossier va passer devant un jury qui va déterminer si vous avez le niveau académique suffisant pour être admissible. Et qui dit admissible dit passage d'épreuve pour évaluer un petit peu plus précisément votre niveau. Donc Catherine, oui. Juste pour préciser, si on est admissible pour la totalité des écoles ? Absolument, on est admissible pour la totalité des épreuves et le calcul de l'admissibilité ne fait pas l'objet d'une note. L'admissibilité, c'est oui ou c'est non. D'accord. Alors, voyons justement les épreuves. Je vous laisse présenter. Donc, les épreuves, alors il y a d'abord une épreuve d'anglais qui est commune à toutes les écoles. Donc, quel que soit le nombre d'écoles dans lesquelles vous allez passer un entretien, vous n'aurez qu'une épreuve d'anglais à passer. Cette épreuve d'anglais, c'est un test Easy Speaking. Certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler. Ce test, il est composé de 3 parties. Une partie speaking qui va permettre d'évaluer votre niveau d'expression orale. Une partie listening qui va permettre d'évaluer votre niveau de compréhension orale. Et une partie writing qui va permettre d'évaluer votre niveau d'expression écrite. L'ensemble du test, il dure une vingtaine de minutes. Si jamais vous avez déjà un score de test extérieur d'anglais comme un score TOEIC, TOEFL, IELTS, Cambridge ou Duolingo, vous aurez la possibilité de le fournir au moment de votre inscription aux épreuves.
ce qui vous évitera de passer le test Easy Speaking. Alors, merci pour ces précisions sur l'épreuve d'anglais et donc l'entretien. Alors, l'entretien, il y a un entretien à passer dans chaque école dans laquelle vous souhaitez postuler. Cet entretien, donc, il est de format différent selon les écoles et Clémence va vous le présenter sur les slides suivantes. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'il peut se dérouler soit en présentiel, soit en distanciel et que c'est un temps d'échange avec un jury qui dure entre 20 et 30 minutes. La note que vous obtiendrez à cet entretien sera pondérée avec un coefficient qui varie selon les écoles entre 14 et 16, tandis que la note que vous obtenez au test d'anglais est pondérée avec un coefficient qui varie entre 4 et 6 selon les écoles. Très bien. Donc, en effet, justement, nous allons voir ensemble le déroulé de l'entretien pour chacune des écoles passerelles avant, évidemment, de vous donner tous nos conseils pour le préparer au mieux. Donc, voyons ça ensemble. Donc, déjà, pour BSB, vous avez là un entretien individuel qui donc dure 25 minutes. Donc, vous aurez un échange avec le jury de 25 minutes pour montrer votre personnalité, votre parcours et vos motivations. Il faudra apporter un CV. Donc pour la session 1 à BSB, les oraux se dérouleront à distance. Donc votre CV sera à télécharger sur la plateforme dédiée. Et pour la session 2, si là vous êtes en présentiel, il faudra donc bien penser à l'apporter le jour J. Pour le M Normandie, là, c'est un entretien qui va durer 30 minutes. Donc, c'est une discussion ouverte à partir en fait, d'un dossier de motivation que vous devrez préalablement remplir et à partir de votre CV. Et donc, ces documents vont vous permettre de présenter au jury vos expériences professionnelles, vos centres d'intérêt, vos projets pour l'avenir, etc. Et il faudra donc, bien sûr, apporter ce dossier de motivation et le CV avec vous. Pour l'ESC Clermont Business School, donc là, l'entretien va durer 30 minutes et il se déroule en 3 temps. Donc déjà, pour la première partie, vous devrez donc effectuer un pitch de présentation de 2 minutes. Et ensuite, vous avez la question des 3 P. Donc là, c'est une question en fait sur le développement durable. Et vous avez 3 axes qui vous sont proposés, qui sont Profit, People ou Planète. Donc là, à vous de choisir l'axe que vous souhaitez traiter. Et le jury, à ce moment-là, donc, va piocher une question sur l'axe que vous aurez choisi et vous devrez donc exposer votre point de vue sur le sujet, sachant qu'il n'y a pas de préparation en amont sur la question posée. Pour vous donner un exemple sur le thème People, par exemple, prenons celui-là, on peut vous demander, d'après vous, quelle sera la place du télétravail dans le monde d'après, par exemple, ou Profit, ça peut être, êtes-vous plutôt start-up ou CAC 40 ? Donc voilà, pour vous donner un exemple. Et ensuite, vous avez un échange sur votre parcours et votre motivation, donc avec le jury. Et il n'y a pas de CV qui est demandé à l'ESC Clermont Business School. Ensuite, nous passons à Excelia Business School. Donc là, l'entretien dure 25 minutes et vous allez avoir un échange donc libre avec le jury pour exposer vos expériences, vos choix professionnels qui ne sont évidemment pas un engagement et vos aspirations. Et il faudra apporter également un CV le jour J. Pour l'Institut Mines Télécom Business School, là, l'entretien va durer 20 minutes et vous allez donc présenter votre CV que vous aurez préparé au préalable et qui va donc vous permettre d'exposer au jury votre projet professionnel, vos différentes expériences, votre ouverture à l'international, vos loisirs, etc., sous forme d'une discussion libre avec le jury. Et là, vous avez donc un CV qui est spécifique à remplir en ligne en amont de l'entretien. Et ensuite, la dernière école, SCBS. Donc là, c'est un entretien qui dure 30 minutes où vous allez vous présenter pareil face au jury, montrer votre personnalité, vos centres d'intérêt et vous allez être aussi interrogé sur votre projet d'études, votre projet professionnel, l'idée aussi que vous vous faites d'une école de management et le jury aussi vous posera des questions pour voir un peu votre appétence sur la culture générale et l'actualité.
et il n'y a pas de CV demandé à SCBS. Donc voilà, là, on a fait un petit peu le tour d'horizon pour voir vraiment le déroulé un petit peu spécifique dans chacune des écoles. Et donc maintenant, on va voir avec nos 3 intervenants comment est-ce que vous pouvez vous préparer pour réussir au mieux ces entretiens. Donc déjà, évidemment, on va voir la préparation en amont de l'entretien. C'est évidemment important de collecter un maximum d'informations sur les écoles où vous allez souhaiter passer un entretien. Karine, est-ce que vous pouvez nous dire quel type d'informations il est important d'aller chercher pour les étudiants sur les écoles? Alors oui, bien sûr, tout à fait. Moi, je conseille vraiment de constituer dès à présent des fiches sur les écoles en ayant en tête, bien sûr, les spécialisations qui sont proposées, les parcours à la carte, si l'école propose de l'alternance ou pas, mais chez Passerelle, tout le monde en propose. Donc vraiment les associations, puisque en fait, au plus vous aurez des informations précises et au plus vous allez pouvoir personnaliser votre entretien et montrer au jury votre intérêt pour l'école. Voilà. Et éventuellement, bien sûr, leur poser des questions pour approfondir, voilà, que ce soit sur le cursus pédagogique ou sur vraiment toute l'expérience que propose l'école. Voilà. Et au-delà de ça aussi, moi, ce que j'ai indiqué aussi à Clémence dans la préparation, c'est non seulement se renseigner sur l'école, mais aussi sur la ville qui vous accueille, puisque de la même façon, vous risquez potentiellement d'avoir des questions aussi sur la ville, donc ces chiffres clés, toute l'économie, éventuellement le nom du maire, etc. Enfin, c'est pareil, ça montrera aussi votre intérêt et le fait que vous ayez bien préparé votre venue. Très bien. Alors, est-ce que Marc, toi, tu peux nous dire justement quelle information tu étais allé chercher sur les écoles pour préparer au mieux tes entretiens? Oui, bien sûr. C'est comme Karen a dit juste avant, c'est d'abord les spécialisations qui m'intéressaient. Ensuite, il y avait aussi forcément le fait d'alternance et aussi le taux d'embauche après le passage à l'école aussi, pour savoir un petit peu en combien de temps on peut trouver un boulot après son master, parce que c'est aussi une question qui est quand même assez demandée après quand on fait nos études. Donc, c'est forcément la première chose. Après, il y a aussi, oui, forcément, la vie étudiante dans la ville, le coût de la vie aussi, parce qu'il y a aussi le fait que les étudiants forcément payent leur loyer ou en tout cas leurs parents, et avoir aussi du coup le coût de la vie pour un étudiant là-bas, quoi. C'est aussi une majeure partie à faire. D'accord, merci à tous les deux pour ces précisions. Autre chose à préparer, évidemment, votre présentation. Il y a de fortes chances que pour le début de votre entretien, en fait, on vous demande de vous présenter en 2 minutes et ce sera, on va dire, l'introduction pour la suite de votre entretien. Alors, Catherine, quels sont les conseils qu'on peut donner aux étudiants justement pour présenter cette courte présentation qui est souvent demandée? Alors, je dirais que pour cette petite présentation qu'on appelle souvent présentation pitch, déjà précisément, il faut la préparer avec le plus grand soin parce que c'est une présentation pitch réussie va donner le ton et le rythme de tout l'entretien qui suit. Donc, vous allez devoir en 2 minutes, c'est pas long, évoquer les éléments qui vous semblent importants dans votre personnalité, dans votre parcours. Vous n'êtes pas obligé de Alors, je crois que... On n'entend plus Catherine. Oui, je crois que Catherine, on ne vous entend plus très bien. Mais en tout cas, alors Catherine, je pense que la connexion n'est pas très bonne. Oui. Mais est-ce que ça va mieux? Là, j'essaye de changer de place. Est-ce que vous m'entendez mieux? Là, oui, ça va mieux, Catherine. Voilà, donc je recommence. La présentation pitch, c'est un des aspects importants de cet entretien devant le jury, au cours duquel vous allez devoir, en seulement 2 minutes, donner tous les éléments attractifs et les éléments sur lesquels vous êtes à l'aise dans votre parcours, pour ensuite donner envie au jury de rebondir sur ces différents
sur ces différents aspects de votre parcours et vous permettent de développer tout en convainquant de votre jury de l'intérêt de votre candidature. Très bien, donc j'imagine qu'il faut éviter de faire une présentation un peu trop chronologique et trop mécanique pour cette présentation. En effet, il faut essayer d'être attractif et de mettre l'accent sur les points que vous avez envie de développer pour la suite de votre entretien. Si je peux juste intervenir aussi, Clémence, sur le pitch, effectivement, je rejoins complètement Catherine, c'est vraiment 2 minutes, mais c'est 2 minutes où chaque mot va être pesé et qui doivent vraiment retracer l'intégralité de votre personnalité. Donc, ne pas se présenter uniquement sur l'angle CV, on va dire, sur l'angle professionnel. Là, dans la majeure partie des cas, on aura déjà votre CV. Donc, nous, ce qu'on attend, c'est vraiment de rencontrer une personne. Donc, voilà, n'oubliez pas de présenter qui vous êtes, vos passions, vos hobbies, vos rêves. Enfin, voilà, tout ce qui fait votre personnalité et qui va nous donner envie de creuser, en fait. Si vous n'avez pas envie de parler de certaines choses, n'en parlez pas, même ne le mettez pas dans votre CV. Mais par contre, c'est autant de petites lumières que vous allumez autour de vous et vous tendez un petit peu des perches au jury et libre au jury après de rebondir dessus justement pour approfondir tel ou tel point de votre présentation de pitch. Donc, c'est vraiment effectivement quelque chose qui se prépare avec beaucoup de soin. Et justement, autre chose importante à préparer avec beaucoup de soin, c'est le CV, voire le dossier de motivation qui peut être aussi demandé. Donc, en effet, c'est un document souvent qu'il faut apporter avec vous. Donc, j'imagine, Karine, que c'est pareil, il faut peser chaque mot qu'on utilise, mettre en avant vraiment les points qu'on veut développer. Ça revient aussi un peu à ce qu'on a dit avant. C'est ça, exactement. Ouais. Le dossier de motivation, donc, il y a souvent des questions qui vous sont posées. Et en fait, c'est pareil, il faut vraiment se poser pour répondre et faire en sorte qu'il y ait un fil conducteur dans tout ce que vous choisissez de partager avec nous. Il y a un lien, il faut montrer qu'il y a une cohérence. Que ce soit sur les centres d'intérêt, les voyages, les souhaits, comment vous vous projetez dans l'école, dans quelles associations éventuellement vous souhaitez travailler, être intégré. Le fait de vous décrire aussi en une phrase, donc c'est une question qu'on pose, mais c'est bien s'il y a quand même un fil conducteur, si on ne part pas un petit peu dans tous les sens, parce que ça va rassurer le jury. Voilà. Encore une fois, on ne demande pas du tout des questions définitives, des réponses définitives à des choses, un projet professionnel, des choses comme ça, mais qui est vraiment, en fait, qu'on puisse se rattacher à un moment et que chaque élément que vous mentionnez fasse sens et soit vraiment cohérent. Alors, autre conseil, s'entraîner à parler. S'entraîner évidemment à parler à l'oral. C'est vrai que déjà, c'est plus évident pour certaines personnes que pour d'autres d'être face à un jury comme ça de 2 à 3 personnes et puis de parler de soi. Catherine, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil justement pour s'entraîner comme ça à parler à l'oral? Moi, je dirais que ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner à lire à voix haute. Si on a déjà peur de parler, la première des choses, c'est s'habituer à sa voix et puis s'entraîner à parler tous les jours, lire un article de journal, lire un livre, lire un texte qui vous plaît et vous écouter parler, vous entraîner à travailler votre diction, à respirer, à faire des temps de silence. C'est très important, les temps de silence. Il ne faut pas vouloir à tout prix remplir à toute vitesse et inonder de paroles vos interlocuteurs. Voilà. Ensuite, une fois que vous êtes satisfait de cet exercice-là, vous pouvez vous entraîner à parler devant une glace pour vous faire une idée de l'image que vous donnez. L'image que vous donnez, elle compte autant que le discours que vous apportez. On va en reparler à la slide suivante. Et puis, vous pouvez aussi vous entraîner à parler avec un proche, avec vos camarades, avec quelqu'un de votre famille, et puis lui demander de vous faire une critique qui sera constructive, qui peut vous dire « ah ben, tu parles un peu trop vite » ou alors
tu ne marques pas suffisamment de temps de silence ou alors tu parles trop fort, etc. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire, à se tester dans sa diction face à des tierces personnes. Tout le monde a besoin de s'entraîner pour parler à voix haute et on n'a jamais, enfin voilà, c'est un exercice qu'on est amené à faire en permanence, y compris dans la vie professionnelle. Donc, il ne faut pas vous sentir mal à l'aise d'avoir à faire cet exercice. C'est important et vous verrez que si vous le faites avec soin et régularité, vous progresserez forcément. Voilà. Merci Catherine. Voilà, lors de l'entretien, le jury peut aussi poser des questions sur l'actualité. Donc, c'est important pour vous de vous tenir informé de l'actualité. J'imagine, Karine, que si on demande voilà, à un étudiant, par exemple, quel est le fait d'actualité qui vous a le plus marqué cette année, vous peut-être mieux éviter de citer voilà, le dernier fait qu'on vient d'entendre la veille à la radio, j'imagine. Oui, c'est ça, bien sûr. En fait, il faut à tout prix quand même essayer de se démarquer. Donc, soit effectivement, vous êtes un expert sur le dernier fait d'actualité. Donc, dans ces cas-là, au contraire, on peut apprendre aussi des choses avec les candidats, il n'y a aucun souci. Mais sinon, voilà, si vous avez juste simplement une connaissance assez partielle des choses, dites-vous bien que beaucoup de candidats auront déjà mentionné ce fait juste avant vous, puisque s'il est fortement médiatisé, forcément tout le monde va en parler. Donc c'est mieux d'aller rechercher un fait d'actualité peut-être un petit peu plus éloigné dans le temps ou tout simplement à l'international, donc pour avoir aussi sa petite originalité à soi et puis montrer aussi votre curiosité, votre ouverture d'esprit et privilégier bien sûr des faits d'actualité, on va dire plutôt dans le domaine géopolitique, économique, voilà, éviter le fait divers sur lequel il n'y aura peut-être pas grand-chose à dire. Voilà, nous, ce qu'on cherche à nouveau à savoir avec cette question, c'est comment vous vous tenez au courant de l'actualité, par quels médias, quel type de journaux, est-ce que vous croisez aussi l'actualité, voilà, comment vous la croisez et comment vous faites votre propre opinion et comment vous prenez du recul par rapport aux choses, aux éléments qui se passent dans le monde et autour de vous. Voilà, donc c'est toujours ça qu'on a derrière la tête. Voilà, donc ce n'est pas si anodin justement quand on vous pose des questions sur l'actualité. Est-ce que toi justement, Marc, on t'avait posé des questions sur l'actualité quand tu avais passé tes entretiens? Oui, on m'avait posé d'abord des questions par rapport à mon CV, à mes hobbies, mais aussi du coup oui aux actualités, au fait des élections américaines notamment, où il y avait du coup des débats avec Donald Trump et Kim Jong-un. On m'a posé des questions sur ça, sur la politique française aussi. Et du coup, même pour là, les candidats pour l'année prochaine, ce sera forcément les élections présidentielles qu'il Il y a de faudra fortes suivre chances que ça puisse être particulièrement. abordé. D'accord, Donc donc oui, voilà, toi, c'était politique et majorité. d'autres sujets ou... Il y avait la géopolitique et puis après, il y avait aussi tout simplement l'histoire du XXe siècle avec les conflits du coup Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et la guerre froide que je suis particulièrement et du coup, on a pu débattre dessus avec du coup mon jury parce que oui, avant tout, c'est quand même un échange d'apprendre du jury, que le jury apprenne de nous aussi. Donc il y a ça aussi, les jurys sont pas là pour nous descendre, c'est plus même pour nous tirer vers les hauts, nous tirer vers du nez des fois si on n'est pas assez bavard. C'est vrai que c'est important ce que tu dis, Marc, parce que souvent les candidats, quelquefois, ils ont l'impression qu'on creuse un peu trop, qu'on veut les piéger, alors que quelquefois, ça peut être tout simplement qu'on est vraiment très intéressé par la discussion. Et ça peut aussi, l'entretien peut prendre vraiment la forme d'une conversation, d'un échange. Donc, il ne faut pas du tout se formaliser par rapport à ça. En général, c'est bon signe. Donc, des fois, le stress empêche d'avoir une vision très objective de la situation et on se prend toujours, enfin voilà, il y a un biais, on va dire, cognitif qui fait qu'on se sent un petit peu agressé, alors que quelquefois, vraiment, la plupart du temps, c'est bienveillant. C'est vraiment pour creuser parce qu'on sent que le candidat est bien renseigné et puis la discussion prend une tournure intéressante ou passionnante. Eh ben, c'est vrai que c'est bien de le préciser, en effet. Alors maintenant, on va voir les conseils pour s'organiser le jour J. Donc déjà, évidemment, prévoyez en avance le matériel, c'est-à-dire votre convocation déjà, votre carte d'identité évidemment, voilà, un stylo, un carnet si vous le souhaitez, une montre pour surveiller l'heure.
C'est important de ne pas être stressé à la dernière minute pour chercher votre matériel si, par exemple, vous ne retrouvez plus votre convocation, etc. Il y a aussi dans chacune des écoles ce qu'on appelle une team admissible, qui est là pour vous aider à organiser votre venue et vous accueillir le jour J. Alors justement, Karine, peut-être qu'on peut expliquer, c'est peut-être pas toujours clair là pour les étudiants qui nous écoutent, quel rôle elle a, cette team admissible, comment est-ce qu'elle va pouvoir les aider, etc. Oui, c'est vrai. Alors, ils prennent vraiment leur fonction, leur job très à cœur parce qu'ils sont passés par là généralement, enfin, l'année précédente. Donc, voilà, ils sont vraiment là pour… déjà, ils vont vous contacter la plupart du temps pour valider votre venue, pour savoir à quelle heure vous arrivez, est-ce que vous prenez le train, est-ce qu'il faut venir vous chercher à la gare. Est-ce que vous déjeunez? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous aide à choisir aussi votre moyen de logement, des hôtels partenaires, etc. Donc, il faut vraiment vous servir d'eux, vous sentir très à l'aise aussi par rapport à ça, parce qu'ils sont vraiment là pour faciliter votre venue. Ils sont là aussi pour vous rappeler de ne pas oublier tous ces éléments en convocation, carte d'identité, de bien remplir le dossier de motivation parce que c'est vrai que d'une école à l'autre, on ne demande pas forcément les mêmes choses. On l'a vu sur la présentation là, de Clémence. Donc, nous, on demande un dossier et c'est vrai que c'est mieux si on le remplit un petit peu en amont alors qu'on est tranquillement au calme chez soi plutôt que demander vite à l'imprimer en dernière minute en arrivant et puis le remplir un peu sur un coin de table. On va être beaucoup moins concentré, le remplir avec moins de soin et moins choisir justement les éléments de réponse, les mots qu'on souhaite partager. Donc, voilà, tout ça, c'est vraiment de l'anticipation, de la préparation et la team accueil, la team admissible, elle est là pour ça aussi, pour vous rappeler tout ça. Donc, essayez de leur réserver le meilleur accueil possible parce qu'ils y passent vraiment beaucoup de temps. Ils vous rappellent si vous ne répondez pas du premier coup. Donc, et c'est là aussi que vous allez pouvoir poser tout plein de questions de dernière minute aussi. Et ça permet aussi de se déstresser un peu en passant du temps justement le jour J avec ces étudiants qui sont là pour vraiment vous accompagner dans ces oraux. Une des questions qu'on va se poser aussi avant d'arriver en entretien, c'est quelle tenue choisir pour passer son entretien. Voilà, pour certains étudiants, ça peut être un petit peu stressant le choix de cette tenue. Évidemment, déjà, je vous conseille de la prévoir en avance et de ne pas vous dire la veille mince, qu'est-ce que je vais mettre, etc. et que ce ne soit pas un stress inutile. Catherine, quel conseil on peut donner justement sur cette tenue En effet, alors il faut soigner sa tenue, ça c'est absolument indispensable. Il ne faut pas être trop décontracté, il ne faut pas être non plus trop guindé. Il faut que vous soyez dans une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise et qui va finalement vous donner confiance pour réussir votre prestation orale. Il faut que vous ayez en tête que quand on est dans un échange comme ça avec une personne extérieure, l'image que vous allez donner de vous-même va s'imprimer, va être reçue par votre interlocuteur de façon encore plus forte que ce que vous dites. Donc, c'est vraiment important de bien choisir cette tenue, voilà, choisir les couleurs, de ne pas être dans le trop clinquant, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut être habillé en noir de la tête aux pieds. Il faut essayer de faire… d'avoir comment dirais-je, de vous donner une personnalité avenante. Il faut que vous pensiez aussi à sourire, si on peut dire que ça fait partie de la tenue pour en quelque sorte mettre votre jury en confiance et lui donner envie d'échanger avec vous et d'échanger dans un climat de confiance et de décontraction. Voilà, donc si on est un garçon, on n'est pas obligé de mettre une cravate si on n'est pas à l'aise et on n'est pas obligé de mettre des talons non plus si on n'est pas à l'aise en talons. L'important, c'est vraiment de se sentir bien et de ne pas être mal à l'aise là-dessus et de penser à ça pendant son entretien. Alors Marc, toi, comment est-ce que tu étais habillé pendant tes entretiens? Moi, au début, j'ai toujours mis un costume dans tous mes entretiens. Au début, je mettais quand même une cravate et après, je voyais au fur et à mesure, tous les autres candidats, tout ça, n'avaient pas forcément nécessairement de cravate, donc j'ai quand même mis un costume avec une chemise. Après, je pense que quand même le minimum, c'est quand même une chemise et une veste pour nous, pour les hommes, et puis ça fait l'affaire en fait. Faut juste être bien à l'aise dedans, parce que si on est dans une tenue dans laquelle on n'est pas bien à l'aise,
ça se ressent à l'oral. Et après, du coup, aussi, ça donne pas forcément une mauvaise image, mais quand même, petite réticence quand même auprès C'est du jury. vrai que dans l'ensemble, on peut dire que, tu me diras, Karine, ce que tu en penses, mais on peut dire que les candidats, ils sont bien habillés. Voilà, ils s'appliquent. Donc, il faut vraiment que vous vous appliquiez. Vous ne pouvez pas venir en tenue de tous les jours, décontracté et un petit peu négligé. Ça donnera une image de vous qui n'est probablement pas la bonne. Oui, c'est Donc, vrai, on a rarement le cas. Ça peut mm. arriver, mais c'est vraiment assez rare. Je pense que surtout sur les candidats passerelles, voilà, ils ont un petit peu d'expérience, ils sont déjà en poursuite d'études, donc ils connaissent les codes. Donc, c'est vrai que vous pouvez vous permettre de pousser encore un peu plus si vous aimez bien le sens du détail, mais il peut y avoir justement des petits accessoires, enfin, et à adapter peut-être en fonction aussi du secteur d'activité que vous avez en tête, par exemple, dans lequel vous avez envie de travailler. C'est vrai que peut-être que si vous prévoyez d'intégrer le secteur bancaire, par exemple, vous n'allez pas peut-être vous habiller de la même façon que si vous voulez travailler dans l'événementiel ou dans la communication, donc, ou dans la finance versus marketing, etc. Tout ça, il y a des codes aussi du secteur que vous pouvez d'ores et déjà vous approprier parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il faut vraiment que tout fasse du sens, que tout soit cohérent. Donc, si tout est cohérent, on va encore moins se poser de questions et on va être rassuré et on n'aura qu'une envie, c'est effectivement vous donner les clés finalement pour aller vous aider à intégrer l'école et aller sur votre projet. Voilà. Donc, c'est important aussi, c'est des petits détails. Et avant tout, je dirais que cette tenue, il faut qu'elle vous ressemble. Voilà. Donc, il faut qu'on vous retrouve dans tout ce que vous dites. Il faut que ça fasse du sens. C'est vrai que quand on n'est pas habitué à porter quelque chose de trop serré, trop guindé ou des talons, ce n'est pas la peine forcément de se forcer à les essayer le jour J parce que vous n'allez pas être à l'aise. Et nous, ce qu'on veut, c'est des candidats qui soient vraiment à même et qui puissent donner le meilleur de leur potentiel, qui soit à 100%. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise dans votre tenue, forcément, vous n'allez pas être concentré sur vraiment ce que vous souhaitez partager avec le jury. Eh bien, merci pour ces précisions. Je pense que là, ils ont eu pas mal d'informations pour justement pouvoir choisir la tenue adéquate. Ensuite, il est donc important aussi de profiter de ce moment où vous allez aller passer un entretien pour vous immerger vraiment dans l'atmosphère des écoles et dans la ville aussi, hein, sur le campus, etc. C'est important parce que c'est un lieu où vous allez passer voilà, quelques années, donc c'est bien évidemment de vous y sentir à l'aise et c'est le moment vraiment pour ça. Toi, Marc, est-ce que tu avais justement profité de ta venue en entretien, voilà, pour peut-être passer du temps avec les étudiants dans la ville, pour visiter le campus, etc. Ouais, bien sûr. Il y a du coup l'équipe admissible qui a été mentionnée juste avant, où aussi son but, du coup, c'est quand même un peu de vendre la ville aussi, la ville qui est à côté. Du coup, dans l'école où je suis à SIS à 3, nous, ce qu'on avait eu, c'était un barbecue le soir après les entretiens, où du coup, il y avait une navette qui nous emmenait de l'école jusqu'au lac et qui était à peu près une demi-heure de route. Et ensuite, du coup, on s'amusait du coup sur la plage du lac avec un barbecue et des jeux aquatiques. Après, on avait aussi un tour à MacArthur-Glen dans les magasins d'usine et un petit tour aussi dans le centre-ville, faire un petit peu le tour des bars, quoi. Voilà, donc tu avais vraiment aussi profité de ta venue. Tu n'étais pas juste venu pour l'heure de l'entretien et puis reparti directement, quoi. Oui, non, c'est clair, faut quand même un petit peu visiter la ville parce que c'est pareil, c'est comme pour l'école, on passe au minimum une année et demie si on choisit un parcours international. Donc, il faut quand même forcément bien choisir la ville qui nous paraît le mieux pour nous-mêmes. Et aussi, du coup, l'école et la vie qui est à côté de l'école. Ouais, et ça rejoint du coup effectivement l'organisation de son tour. Je ne sais pas si tu as prévu aussi Oui. une question par rapport à ça, oui, non, mais on Clémence. peut en parler tout de suite. Ok, parce que, voilà, essayez aussi dans les écoles dans lesquelles vous vous projetez. Après, bien sûr, c'est pas sûr que vous les ayez à l'oral, mais voilà, il n'y a pas de raison si vous préparez bien.
Donc, essayer qu'il y ait une cohérence aussi, de ne pas faire voilà, les 4 coins, on va dire, de l'hexagone, comme ça, en faisant des parcours beaucoup trop, revenir sur vos pas, repartir, etc. Essayer que ça obéisse à une certaine logique en fonction des lignes de train, des covoiturages, voilà, des lieux géographiques, des localisations. Et comme ça va vous permettre, en fait, d'arriver éventuellement la veille pour pouvoir être tranquillement sur place, être accueilli aussi par la team accueil la veille, pouvoir partir avec eux au restaurant. Enfin, on prévoit toujours des choses, mais on les emmène aussi à la plage, un petit peu partout quand c'est en Normandie. Et puis, éventuellement, rester un jour après, si l'emploi du temps vous le permet. Une deuxième soirée, parce que la veille, vous aurez un petit peu le stress quand même de l'entretien du lendemain, donc vous ne serez pas complètement détendu. Par contre, une fois que l'entretien est passé, là, vous serez vraiment en situation de vous détendre, de bien profiter, etc. Et vous verrez aussi les choses sous un autre angle, avec des étudiants que vous allez pouvoir questionner, un peu l'envers du décor, un peu les coulisses derrière le rideau. Et donc, c'est important aussi de se faire une vraie idée de l'ambiance réelle de l'école et savoir si elle vous correspond ou pas. Ça ne ment pas, en fait. Si on reste, au plus on reste au moins 2 jours, et là, vous aurez vraiment une bonne idée de l'ambiance et des valeurs de l'école. Très bien. Alors, autre conseil, forcément, c'est logique, mais c'est bien de le répéter. Respecter les horaires. Chaque étudiant est convoqué donc, à une heure précise pour son entretien. Donc, forcément, ça ne donne pas forcément une bonne première impression. Si vous arrivez en retard, en plus, vous serez stressé par votre retard. Donc, voilà, respectez bien les horaires et soyez un petit peu en avance pour votre entretien. Ensuite, donc là, on va voir vraiment les conseils pour le moment de l'entretien avec le jury. Donc, après cet entretien, vous allez donc avoir une note sur 20. Donc, les critères, évidemment, peuvent varier d'une école à une autre. Mais est-ce que, Karine, vous pouvez quand même nous dire ce sur quoi le jury va attacher de l'importance pendant l'entretien pour aider un peu les étudiants Oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement la cohérence du projet. C'est la personnalité aussi. Nous, on ne se permet pas de juger vraiment, d'apporter un jugement sur le projet du candidat, voir c'est bien, c'est mal, etc. Mais c'est simplement savoir si tout est réuni pour qu'il puisse à la fois s'épanouir dans l'école, être heureux aussi au niveau des cours. Et s'il a aussi le potentiel aussi nécessaire pour sortir de sa zone de confort, d'être curieux, de proposer des choses pour remettre en question, pour apporter aussi sa joie de vivre, son énergie dans l'école, puisque ce qu'on trouve vraiment dans une école de commerce, c'est une ambiance, mais c'est avant tout les étudiants qui apportent cette ambiance-là. Nous, on ne fait que simplement mettre à disposition un écosystème pour vous permettre de le faire. Mais voilà, cette envie de s'impliquer, cet enthousiasme, on veut des étudiants qui ont des yeux qui pétillent, qui se soient bien renseignés et qui soient vraiment au mieux de leur forme pour donner tout ce qu'ils ont à donner à l'école. Et puis, bien sûr, en profiter aussi pour que ça leur apporte. C'est un échange donnant-donnant. Donc, en fait, c'est un petit peu tout ça. C'est la fluidité aussi dans sa communication, c'est les questions qu'il aura préparées, c'est comment il se projette, c'est sa vision aussi, même si, encore une fois, on ne va pas aller noter un projet professionnel, même s'il n'est pas encore tout à fait défini, mais c'est la façon dont il en parle, dont il se projette, ce qu'il a envie de faire. Voilà. Donc, c'est vraiment comme voilà, il n'y a pas 2 étudiants, il n'y a pas 2 candidats qui se ressemblent. Tout ce qu'on veut, au contraire, c'est des étudiants qui soient très différents les uns des autres. C'est une diversité très forte à l'entrée pour que chacun, après, s'apporte, notamment lors des travaux de groupe, lors des associations. Chacun apporte une énergie différente pour justement apprendre les uns des autres autour d'un projet commun, voilà, qui est dans un premier temps l'école et ensuite les projets d'entreprise, les projets de vie et de carrière. Et être sûr aussi que cette promo va prendre au niveau des caractères, puisque en général, c'est là où vous allez rencontrer aussi vos amis que vous aurez pour la vie, mais aussi vos futurs collaborateurs, vos futurs clients, votre premier, ou peut-être votre deuxième réseau socio-professionnel. Donc là, l'entretien, ça va être vraiment forcément le moment pour les candidats d'exprimer justement leur motivation, leur ambition.
forcément, hein, quand on est jury d'une école de commerce, bah, on a envie de savoir pourquoi le candidat en face de nous veut faire une école de commerce à la suite de son bac+2, bac+3. Et donc voilà, pourquoi il veut ça comme poursuite d'études et évidemment pourquoi nous, en tant qu'école, pourquoi est-ce qu'il veut l'intégrer. Vous avez un petit peu parlé de projet professionnel. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un projet professionnel défini? Parce que c'est vrai que des fois, c'est pas tout, voilà, le projet professionnel n'est pas toujours défini pour tout le monde. Est-ce que c'est grave de ne pas avoir de projet professionnel à défendre en entretien? Marc, je ne sais pas si toi, tu avais déjà un projet quand tu es rentré, comment tu l'as évoqué? Moi, j'avais deux projets différents à faire. C'était soit en fait, je voulais faire dans l'événement sportif, dans tout ce qui est management ou événementiel, dans tout ce qui est par exemple au stade ou à la LFP ou autre chose. Ou sinon, c'était dans le marketing commerce international, donc un peu plus différent, où là, ça demandait vraiment de la mobilité, de l'aisance à l'oral tant qu'en français que dans les langues étrangères. Donc, c'était deux parcours différents et j'ai pu me débattre un peu sur les deux. Et c'est exactement ça, en fait. Je pense que c'est bien d'aborder un peu sous cet angle. C'est vrai, d'avoir déjà deux alternatives. Je trouve que c'est bien. Ça veut dire on a déjà réfléchi à son projet, mais qu'en même temps, ce n'est pas complètement fermé, ce n'est pas complètement définitif et qu'on se laisse des opportunités aussi de découverte, notamment à l'occasion des stages, des expatriations, enfin des opportunités finalement de la vie. Donc voilà, moi, c'est ça que j'aime bien entendre. Alors, bien sûr, si on a un projet professionnel défini, autant en parler, mais il y a quand même des chances qu'il évolue. Ce n'est pas rare, en fait, hein, que les étudiants rentrent avec une idée en tête et puis qu'ils en sortent avec une toute autre idée. C'est ce que j'allais dire. Ça se mûrit. Oui, Donc, oui. voilà, on ne recherche pas ça forcément, mais c'est vraiment voilà, cette curiosité. Est-ce qu'ils se sont renseignés sur des métiers? Est-ce qu'ils ont un vocabulaire un petit peu précis aussi? Enfin, voilà, adapté au secteur d'activité. Encore une fois, c'est un potentiel qu'on recherche. Et nous, on est là dans les écoles, avec tout un dispositif carrière, de toute façon, pour vous aider à affiner votre projet de vie, votre projet de carrière sur les années qu'on va passer ensemble. Donc, en effet, les étudiants vont pouvoir donc justement exprimer ses motivations et leurs ambitions. Et c'est aussi important qu'ils puissent mettre en avant leur projet, voilà, que ce soit extrascolaire avec les expériences professionnelles, expériences associatives ou même leur passion. Voilà, c'est des choses qui intéressent évidemment les jurys, qui permettent aussi d'en savoir plus sur le candidat, savoir ce qu'il aime. Un peu, ça montre aussi des traits de personnalité. Est-ce que toi, Marc, tu peux nous dire ce que toi, tu avais pu mettre en avant comme ça, comme expérience ou comme passion pour toi? Dans un premier temps, j'ai eu la chance de faire un stage à l'étranger, donc du coup, ça permet Donc de pendant ton mettre en avant. BTS, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai fait un BTS ECI, et donc du coup, j'ai eu la chance de faire un stage à l'étranger à Séville. Et du coup, c'est un stage dans lequel j'étais en autonomie, où du coup, j'ai dû construire moi-même la prospection pour un artisan là-bas. Donc forcément, c'est quelque chose où j'étais autonome et du coup, ça a permis d'être un peu autodidacte, d'apprendre de soi-même. Et donc du coup, j'ai réussi à mettre ça en avant. Et il y a aussi, dans tout ce qui est extrascolaire, mes hobbies aussi, tout ce qui est, par exemple, le sport, où j'ai fait du football américain, où ça aussi, du coup, c'est quelque chose un peu atypique, où il y a pas beaucoup, c'est une moins grande influence, on va dire, que le football en France, quoi. Donc, c'est aussi quelque chose que les recruteurs peuvent aussi retenir et ensuite rebondir derrière. Par exemple, à quelle position j'étais, si j'étais capitaine ou un suiveur, un meneur, etc. Il y a différentes questions aussi qui sont intéressantes par rapport à ça. Parce que, en fait, si vous faites du sport en club, ça peut aussi vous montrer comment est-ce que vous serez peut-être en tant que manager ou dans une équipe en entreprise. Donc, c'est pour ça aussi qu'on pose des questions par rapport à ça et ça peut être intéressant pour le jury de rebondir sur ça. Oui, et d'ailleurs, c'est vrai que si vous avez déjà beaucoup d'expériences professionnelles, de hobbies ou d'expériences associatives, il vaut mieux en choisir peu, mais qu'effectivement, vous soyez capable de développer ce qu'elles vous ont apporté, quelles compétences elles vous ont permis d'acquérir, plutôt que simplement faire une énumération assez longue de tout ce que vous avez fait. Donc là encore, choisissez ce que vous souhaitez partager avec le jury et allez au bout, racontez vraiment votre histoire. Et puis, de toute façon, comme vous aurez la plupart du temps joint votre CV,
il y aura plus d'éléments renseignés sur le CV. Et là, le jury, de toute façon, pourra y revenir ou pourra évoquer, tiens, je vois que vous avez fait telle activité ou tel sport, est-ce que vous pouvez développer? Et là, vous êtes préparé, bien sûr, à développer, puisque tout ce que vous avez mentionné sur votre CV, il faut que vous soyez capable de développer et dire, encore une fois, pourquoi, qu'est-ce qui a motivé ces choix et qu'est-ce que ça vous a apporté. Donc, en effet, ça amène aussi au prochain conseil d'étayer ses propos, parce qu'en effet, c'est très bien de dire qu'on fait tel ou tel sport, qu'on a pu faire tel stage, mais évidemment, ce qui va aussi intéresser le jury, c'est tout ce que ces expériences ou autres ont pu vous apporter, vous en tant que personne. Donc, forcément, c'est toujours bien d'argumenter, ça revient un petit peu là à ce qu'on a dit avant, c'est pareil, si vous avancez une de vos qualités, par exemple, forcément, il va falloir pouvoir la défendre et expliquer pourquoi vous avez telle qualité. Par exemple, l'autonomie, peut-être que Marc, tu avais pu en parler et forcément l'expliquer avec l'expérience que tu avais eue avec ton stage. Donc voilà, Oui, c'est bien sûr. vraiment important de penser à cette argumentation parce que le jury, ça l'intéresse. Donc forcément, il va creuser aussi ces différentes expériences, par exemple. Ensuite, autre conseil, faites preuve d'humilité et de franchise. Alors, est-ce que Karine, ça arrive qu'il y ait des étudiants qui soient trop sûrs d'eux en entretien? Oui, ça peut arriver. Après, ça peut être quelquefois dû au stress. Tout à fait, ouais. Voilà, enfin, c'est aussi une protection. Voilà, nous après, on va recroiser de toute façon avec. En une demi-heure, on a quand même le temps de se faire vraiment une idée. Mais bien sûr, on préfère des candidats qui font preuve d'humilité, qui soient ouverts, qui posent des questions. Parce que ça correspond voilà, à nos valeurs, mais je pense que c'est c'est le cas dans la plupart des écoles. Donc, travailler, ça, c'est aussi de la préparation. Et, et il faut aussi, du coup, prouver chaque chose que vous avancez. Donc, si vous énoncez une qualité, n'hésitez pas aussi à prouver en donnant un exemple dans lequel vous avez eu à montrer cette qualité. Voilà, enfin ça justement, ça viendra complètement rassurer aussi le jury qui pourrait se dire, tiens, voilà, il est un petit peu, il se vante un petit peu. Donc voilà, c'est toujours ça. Grâce aux exemples, on arrive quand même à être dans cette franchise et dans cette humilité. D'accord, donc pareil, n'hésitez pas aussi à avouer si vous ne savez pas répondre à une question, plutôt aussi que de chercher à improviser et puis là, à aller sur un terrain que vous n'allez pas forcément maîtriser. Catherine, est-ce qu'on peut aussi demander peut-être au jury à reformuler sa question si on la trouve un peu trop confuse, par exemple? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut se placer dans une logique d'échange convivial avec une personne qu'on ne connaît pas. Et quand on est dans cette logique-là, il n'y a rien de choquant à demander à reformuler une question, voire à dire qu'on ne sait pas répondre et à demander à être interrogé sur autre chose. D'accord. Alors ensuite, Karine, est-ce qu'on peut voir des exemples de questions posées? Voilà, souvent les étudiants ont envie d'avoir des exemples, savoir un petit peu à quoi se préparer. Oui, c'est ça. Enfin, c'est exactement ce type de questions qu'on va poser. Alors, pas forcément dans cet ordre et pas forcément toutes. Mais ce qui est important pour chacune de ces questions, encore une fois, c'est vraiment d'étayer. Donc, quand on demande les points forts, les points faibles, alors déjà, vous n'êtes pas obligé de parler des points faibles. Vous parlez de vos points forts, déjà, ce sera bien. Et à chaque fois, c'est donner un exemple. Voilà, je suis... je ne sais pas, j'ai l'esprit d'équipe, j'ai eu l'occasion de le montrer à telle occasion, durant mon BTS ou durant un travaux de groupe ou durant un sport. Voilà, je suis altruiste, pareil, je suis rigoureux. À chaque fois, venez prouver. Et puis, sur la curiosité aussi, donc c'est important de ne pas simplement dire oui, mais pareil, de la même façon, donner quelques exemples. Et si vous dites que vous êtes curieux, au moment où on va vous demander si vous avez des questions, essayez d'en poser parce que sinon, on ne peut pas dire qu'on est curieux et ne pas avoir de questions derrière. Donc, c'est des petits détails comme ça qui feront la différence.
Voilà, c'est à chaque fois, c'est vraiment avoir préparé toutes ces questions pour ne pas être trop long dans ces réponses. Vous commencez à y répondre et puis ensuite vous marquez un temps. Vous montrez que vous êtes à l'écoute, vous regardez, c'est un jeu de regard aussi avec le jury. Si vous sentez que le feu passe à l'orange, n'hésitez pas à dire, OK, est-ce que vous souhaitez que je développe ce point ou pas? Et c'est le jury qui reprend la main en disant, ben oui, oui, tout à fait, allez-y, ou non, ben merci, on va passer à une autre question. Donc voilà, c'est vraiment un échange et le fait d'être à l'écoute comme ça, mais ça va vous montrer justement que vous êtes vraiment en état d'ouverture et que vous êtes en écoute active. Voilà, la reformulation, ça en fait partie. Si j'ai bien compris, vous me demandez, vous cherchez à savoir si, et puis voilà, est-ce que vous souhaitez que je développe, etc. Donc, marquer comme ça des temps d'arrêt, ça va permettre de rythmer l'entretien. Et le jury, ça va lui permettre aussi de rebondir éventuellement. Donc, voilà, c'est des petits conseils aussi que je vous donne volontiers. Donc justement, donc là, le jury, forcément, pendant l'entretien, va poser un certain nombre de questions au candidat. Et est-ce qu'un candidat peut poser des questions au jury? Donc vous l'avez, tu l'as, Karine, plus ou moins dit. Oui, donc au contraire, forcément. ouais. Ouais, il faut poser des questions. Je ne sais pas, toi, Marc, si tu en avais posé à la fin de chaque entretien. Oui, j'en avais posé. Vu que souvent dans le jury, il y a un professeur de l'école et ensuite un intervenant, donc un pro. Quand je suis souvent allé faire des entretiens, il y avait souvent une personne qui était plutôt voilà, à l'international. Et donc, du coup, je demandais au professionnel s'il avait déjà fait de l'expat, vu que je voudrais faire ça plus tard après mon master, puis faire de l'expatriation. Pardon. Donc, du coup, j'ai posé des questions, comment ça s'est passé, comment se préparer à ça, les points forts, les points faibles, tout- toute information en fait est bonne à prendre. Donc, même ce que ce soit au professeur demandé par rapport au rythme de cours, euh, comment se passe du coup, oui, en règle générale les cours, euh, les modules s'ils sont intéressants pour lui, en quelle langue aussi c'est fait aussi, c'est très important. Si vous êtes dans un parcours international, c'est forcément mieux d'avoir des cours 100% en anglais. Ça peut que valoriser le diplôme et après forcément votre départ à l'étranger si vous souhaitez le faire. Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que c'est bien si les questions sont aussi en relation avec vos centres d'intérêt. Ça va encore plus appuyer ce point-là. Si vous avez fait tout votre entretien sur l'international et que vous posez une question après sur les possibilités à l'international ou des universités partenaires, des langues d'enseignement, est-ce qu'il y a une troisième langue possible, etc. Mais ça, justement, ça va faire du sens. Ce n'est pas une question qui tombe un petit peu comme ça, de façon incongrue, un peu, voilà, déjà un peu préparée à l'avance, mais ça va venir appuyer tout ce que vous avez choisi de partager avec nous. Donc voilà, ça c'est important. Et si vous avez une question sur un jury, un des membres du jury, essayez d'en avoir un pour l'autre aussi, pour toujours équilibrer et faire en sorte que chaque jury se sente représenté. Voilà. De la même façon, n'hésitez pas aussi à avoir un petit papier et un crayon au début, surtout au moment des présentations, parce que sinon, vous n'allez pas écouter, vous allez être un petit peu stressé, de bien noter peut-être les noms des jurys et leurs fonctions. Comme ça, vous pourrez y revenir plus tard en posant des questions peut-être sur leur parcours, sur leur métier. Voilà. Sinon, il y a quand même 9 chances sur 10 pour que vous ne reteniez pas leur fonction puisque vous arrivez, donc vous serez sûrement un petit peu stressé, je pense. Très bien. Alors donc là, en effet, on a vu comment préparer son entretien, quel type de questions on peut poser également. Mais il y a aussi la communication non verbale qui rentre en compte, dont le jury va forcément faire un petit peu attention. Alors Catherine, sur quoi est-ce qu'on peut faire attention justement pour soigner notre communication non verbale? La communication non verbale, c'est toute l'allure et l'image, encore une fois, qu'on va donner en arrivant pour le rendez-vous. Donc, en plus de la tenue, c'est évidemment être poli, attendre que le jury vous invite à vous asseoir et pas vous asseoir sans y avoir été engagé. Faire attention aux tics physiques et aux tics de langage, et notamment dans votre langage aux mots inutiles, hein, par exemple le fait de dire, d'employer un mot trop souvent comme donc ou comme voilà, des petits mots de liaison qui servent à rien. Faire attention à sa diction, faire attention comment vous allez accentuer vos mots, ne pas parler trop vite, prendre le temps
de bien respirer, parce que le fait de bien respirer, ça va de prendre de l'inspiration, ça va non seulement vous aider à vous poser, mais aussi peut-être vous aider à formuler vos idées et à formuler le mieux possible ce que vous avez à dire, à adopter une posture ouverte, être souriant. Regarder les membres du jury, évidemment, bien en face, bien dans les yeux, aller de l'un à l'autre, ne pas tourner la tête dans tous les sens et regarder aux quatre coins de la pièce. Hein. Et puis, supporter les moments de silence. C'est vrai que le silence, ça peut être un peu stressant, et ça peut, mais il ne faut pas rentrer dans une logique où vous parlez à tout prix. Plutôt que de laisser le contact s'établir paisiblement. Voilà. Très bien. Important, on l'a déjà dit là pendant ce live, mais toujours bien à répéter, les jurys ne sont pas là pour vous piéger, mais ils sont vraiment là pour apprendre à vous connaître. Donc, évidemment, montrez-vous tout simplement sous votre meilleur jour. Je vous rappelle le calendrier du concours. Voilà, ce serait dommage aussi de passer à côté des dates. Donc, nous, cette année, nous organisons 2 sessions pour faciliter l'organisation des candidats. Vous choisissez donc évidemment la session avec les dates qui vous arrangent. Pour la première session, notez-le bien, les candidatures se termineront le 17 janvier. Donc, ça approche. Les résultats d'admissibilité seront le 24 janvier. Ensuite, vous aurez donc du 24 au 28 janvier pour prendre rendez-vous pour vos entretiens dans les écoles. Et donc, évidemment, par la suite, vous passerez ces entretiens donc, du 29 janvier au 5 février. Vous aurez également le test Easy Speaking à passer, sauf si on l'a vu, vous avez déjà une note à un autre score d'anglais. Et là, vous aurez vos résultats d'admission au mois de février. Donc, évidemment, cette session, elle est intéressante pour les étudiants qui savent déjà qu'ils veulent faire une école de commerce, qu'ils veulent faire une école passerelle. Donc, autant bloquer dès le mois de février votre place en école. Comme ça, ensuite, vous terminez l'année sereinement pour l'année que vous êtes en train de suivre, en bac plus 2 ou plus 3 plus 4. Et c'est aussi intéressant pour ceux qui sont à bac plus 3 et qui veulent intégrer directement un master en alternance. Forcément, ça vous laisse le temps de chercher votre alternance pour ensuite commencer en septembre. Pour la session 2, je vous donne les dates. Les candidatures se terminent le 22 avril. Ensuite, vous aurez vos résultats d'admissibilité donc le 9 mai. Même système, vous aurez un laps de temps pour prendre rendez-vous dans les écoles pour vos entretiens, donc du 9 au 16 mai. Et ensuite, vous passerez donc vos épreuves dans les écoles du 16 mai au 4 juin. Et vous aurez vos résultats d'admission donc au mois de juin. Là, pour ceux parmi vous qui ne reçoivent pas la newsletter au concours, je vous invite à scanner ce QR code et remplir le formulaire. Comme ça, vous pourrez évidemment recevoir toutes les informations sur le concours et les écoles. Et donc, pendant que certains le feront, Catherine, Karine et Marc, est-ce que vous avez un dernier conseil à donner à nos étudiants? Alors, moi, j'ai un dernier conseil à donner, c'est que je crois que cet entretien, il faut le considérer comme une opportunité de présenter oralement votre candidature. Vous avez tout le temps de la préparer et il ne faut pas la percevoir comme si c'était un jugement. L'entretien va venir compléter votre dossier de candidature et vraiment considérer que c'est une chance de pouvoir vous présenter. Merci Catherine. Alors, Karine et Marc, est-ce que vous avez un dernier conseil? Avec le micro, c'est mieux. Alors, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de vraiment préparer chaque entretien dans chaque école comme si c'était vraiment l'école de vos rêves. Voilà. Vous avez sûrement en tête un échiquier avec 1, 2 ou 3 écoles dans un ordre et en fait, vous allez être surpris, c'est sûr. Nous, la plupart des candidats qui souhaitaient intégrer, puis finalement, ils n'ont peut-être pas choisi l'école et inversement. Donc, vous allez avoir un coup de cœur pour une école. Donc, vraiment, soyez le plus ouvert possible et préparez de la même façon chaque oral, en vous renseignant de la même façon, en donnant tout ce que vous avez. Parce que c'est là où vous allez être surpris et ça commence là en fait, dans le début de votre nouvelle vie. Donc voilà, soyez super ouverts et donnez tout parce que vous allez apprendre énormément de choses sur vous, même pendant ce Tour de France.
Merci Karine. Et Marc, un dernier conseil? Ça serait simplement de vous lâcher, c'est une grosse décision à prendre. Donc, prendre du large, ne pas être stressé et aussi ne pas hésiter à aller voir aussi les élèves de l'école, les admissibles ou les professeurs qui peuvent parler de l'école, qui peuvent bien vous orienter et aussi le fait de parler à une personne que vous ne connaissez pas avant de passer de passer voir le jury. C'est la même chose en fait. Vous allez aussi rencontrer des étrangers pour vous. Donc du coup, ça vous entraîne aussi un petit peu à parler de vous rapidement à des personnes que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaissent pas. Donc c'est aussi une bonne préparation aussi avant d'aller voir le jury. Très bien. Et ben, en tout cas, merci Catherine, Karine et Marc pour votre intervention. Je pense que voilà, tous ces conseils seront évidemment utiles pour les candidats et pour qu'ils puissent réussir au mieux ces entretiens. Et sachez donc que le replay vous sera donc envoyé par mail pour ceux qui voudraient revisionner et se remémorer tous les conseils dont on a parlé ensemble ce soir. Et puis, nous n'avons donc plus qu'à vous souhaiter évidemment une bonne préparation pour vos entretiens aux écoles passerelles. Avec plaisir. Bonsoir. Bonne soirée.